Merci beaucoup, bonsoir à tous. Alors effectivement, je ne suis pas chirurgien, je ne suis pas gastro-entérologue, je suis un petit peu la bête étrangère à cette réunion. Je m'occupe de bactéries, je m'occupe de maladies infectieuses, mais on va parler peut-être de probiotiques ou peut-être de bactéries et leur rôle éventuel dans le cancer colorectal. Alors notre microbiote, c'est quoi ? Pour vous fournir une image décente à l'heure où on va commencer à penser à manger, j'évoque de manière indirecte le contenu de nos intestins qui contient, comme vous le savez, entre 1 et 2 kg de bactéries. Ces bactéries, les virus, les autres petits micro-organismes qui s'y trouvent sont appelés communément le microbiote. Donc c'est un système extrêmement compliqué qu'on commence à découvrir grâce aux outils modernes de séquençage. Vous avez entendu parler par les présentations précédentes du cancer colorectal, qui est aussi quelque chose de fort complexe, qui nécessite l'intégration de plusieurs connaissances, de l'expertise de plusieurs spécialistes pour pouvoir le dépister, plus encore pour pouvoir le comprendre. Alors comment est-ce qu'on peut lier deux systèmes complexes pour essayer de comprendre un petit peu ce qu'il se passe ? J'essaie de le simplifier avec ce graphe-là. On l'a vu avec la présentation précédente que nous ne sommes pas égaux par rapport à la génétique et certaines personnes peuvent avoir un risque plus élevé de développer un cancer colorectal. De même, et ça a été abondamment expliqué, il y a des styles de vie, des habitudes alimentaires, des habitudes diététiques et d'exercice qui peuvent favoriser ou au contraire permettre de réduire le risque de cancer colorectal. Donc cette flèche-là est très bien définie et c'est sur laquelle on agit actuellement avec les programmes de prévention dont on vous a parlé aujourd'hui. Si on parle du microbiote, on sait également que la génétique joue un rôle. Les deux personnes qui ont un microbiote digestif le plus proche, ce sont des frères jumeaux et des sœurs jumelles. Ils auront un microbiote beaucoup plus proche que leurs frères et sœurs qui ne sont pas de la même grossesse gémellaire. Et puis, ils auront un microbiote un peu plus différent de leurs parents. Donc la génétique joue un rôle. Le mode de vie joue un rôle majeur. Si vous voulez changer votre microbiote, il suffit de changer votre alimentation. On sait à quel point c'est difficile, mais il y a un élément confondant là, c'est l'alimentation, qui va jouer un rôle sur le risque ou la diminution du risque du cancer colorectal et la modification du microbiote. Ces conditions font qu'on peut avoir un microbiote qui change, qui peut être considéré comme franchement anormal, et ça, vous l'avez peut-être lu, on appelle ça une dysbiose. La vraie question qui se pose, elle est ici. Est-ce qu'un microbiote anormal peut favoriser le développement d'un cancer ? Est-ce qu'un cancer va faire changer le microbiote ? Alors vous comprenez que c'est compliqué de traiter de deux sujets qui chacun est compliqué en soi. Alors quand on est dans cette situation, ce que j'aimerais vous faire passer comme message, c'est qu'il faut différencier ce qu'on appelle une association d'une causalité. Alors ça, c'est des mots difficiles. On a la chance d'être en Suisse et on a la chance, quand on a des problèmes compliqués, d'avoir une vedette à laquelle on peut se référer. Vous ne savez pas du tout à qui je fais allusion. Eh bien, je vais vous parler de notre ami Roger Federer. Si vous aviez la chance d'être à Roland-Garros en 2009, l'année où pour la première fois Roger a gagné le tournoi de Roland-Garros, vous avez probablement apprécié ce magnifique match et peut-être que vous avez attrapé un coup de soleil en l'observant depuis les tribunes. Peut-être aussi que la glace que vous aviez prise pour vous rafraîchir s'est mise à couler un peu sur votre poignet. Si maintenant vous êtes un martien et que vous étudiez ce qui se passe, le martien qui filme ceci, qui voit ceci à distance, il va dire qu'il y a une association. Roger joue, ça donne des coups de soleil, c'est lié aux glaces, ça ce sont des associations. Vous n'êtes pas martien, vous avez du bon sens, vous savez que le soleil est responsable des deux éléments. Pourquoi Roger a gagné ? C'est le meilleur, c'est tout, il ne faut pas aller chercher plus loin. Donc vous arrivez par déduction ou par analyse à trouver ce qui est association et ce qui est causalité. Alors mettons-nous, si vous le voulez bien, à la place du martien. Comment est-ce qu'on peut prouver que Roger n'est pas impliqué là-dedans ? Si vous voulez prouver que Roger n'est pas impliqué, vous allez devoir multiplier les conditions d'observation. Vous allez le suivre lorsqu'il fait des matchs sur le gazon. Vous allez le suivre quand il fait des matchs en salle. Et vous imaginez bien que dans certaines circonstances, le risque de coup de soleil est un peu moindre, notamment en salle. Vous allez aussi devoir augmenter le nombre d'observations, suivre tous ces matchs, ou un maximum de matchs, pour mieux comprendre ce qui se passe. Là, je me porte volontiers volontaire si jamais il y a une étude de ce style-là. Mais si on fait maintenant l'analogie avec le cancer colorectal, qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire que vous allez changer les conditions d'observation, vous allez étudier des gens de différents pays. Vous allez étudier des Américains qui ont un fond génétique différent des Européens, qui ont un fond génétique différent des personnes qui habitent en Asie, qui ont une alimentation différente, et ça va vous permettre de mélanger ces facteurs de risque et mieux comprendre ce qui se passe. Est-ce que l'association est toujours là? Est-ce qu'elle est renforcée en faveur d'une causalité? La deuxième chose qui est importante, c'est de se rendre compte qu'on a besoin de beaucoup de publications scientifiques. Souvent, lorsque les scientifiques sont interrogés à propos d'un résultat, on dit c'est prometteur, mais on attend d'autres études. Vous comprenez un peu ce qui se passe. C'est comme si on avait fait la photo de Roger gagnant à Roland-Garros. Il faut faire plusieurs observations pendant un certain temps, à différents endroits, pour se rendre vraiment compte de ce qui se passe. Alors, revenons à l'autre question. Le microbiote est-il lié au cancer colorectal? Pour pouvoir poser cette question, on va se poser les éléments suivants. Est-ce qu'il y a des bactéries qui sont associées au cancer colorectal? Et si oui, est-ce qu'on peut essayer de comprendre les mécanismes qui sont derrière? Alors vous comprenez bien que c'est une situation qui est fort complexe et je vais essayer de la survoler de manière relativement simple. Ce graphe, qui a été publié il y a 2 ans environ, démontre que dans le cancer colorectal, il y a une association plus fréquente avec certaines bactéries. L'Enterococcus faecalis, Escherichia coli, elles ont toutes des noms très sympathiques, mais ces bactéries-là sont présentes souvent dans l'autre tube digestif. Ce n'est pas simplement le fait qu'elles soient présentes une fois qui dit que vous êtes à risque. Par contre, si elles sont présentes, elles augmentent un petit peu le risque, l'association avec le cancer colorectal. Pourquoi? Est-ce que c'est une conséquence du cancer? Est-ce que c'est une cause? Est-ce que c'est un hasard, comme le coup de soleil pendant les matchs de Roger? En fait, il y a plusieurs mécanismes qui sont proposés, qui lient différents éléments. De manière très simple, cette bactérie, par exemple, va créer une inflammation, une irritation de la muqueuse du côlon. Et comme vous l'avez entendu lors des conférences précédentes, une irritation chronique favorise le développement de cancer. On a également des bactéries qui ont la possibilité de produire des toxines qui vont abîmer le matériel génétique de nos cellules du côlon. Ils vont créer des mutations, et ça vous le savez également, le fait de créer des mutations favorise le risque de développer un cancer. Enfin, d'autres bactéries qui sont impliquées dans le cancer colorectal vont non seulement créer une inflammation, vous voyez que c'est un point commun qu'on observe dans la plupart de ces cas-là, mais vont également moduler nos globules blancs qui sont nos petits soldats qui défendent notre muqueuse colique. Ils vont affaiblir notre ligne de défense. Ce qui est important de voir, c'est qu'il y a une association claire, que les mécanismes sont complexes et que les mécanismes peuvent s'ajouter les uns avec les autres. Donc pour pouvoir l'utiliser, il va falloir aller un petit peu plus loin. Est-ce qu'on peut utiliser ces analyses du microbiote, les analyses des selles, non pas pour rechercher du sang occulte, mais pour analyser la composition des bactéries qui s'y trouvent? Est-ce qu'on peut les analyser pour trouver une signature qui dise « oui, vous êtes à risque d'avoir un cancer colorectal ou non ». Il y a quelques papiers qui ont été publiés, dont un il y a une petite 5-6 ans, qui montrent que la recherche de signatures dans le microbiote de patients a l'air d'avoir des performances aussi bonnes que la recherche de sang occulte. Et ce que les auteurs proposent, c'est de combiner les deux approches de façon à avoir un résultat encore meilleur. Alors ça, c'est ce dont je vous ai parlé avant. Quand le scientifique a la question de « est-ce que c'est intéressant, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas demain ?» Eh bien, c'est intéressant, oui. On ne le fait pas demain parce qu'on n'est pas sûr encore que ce bénéfice se retrouve dans toutes les populations. Et puis, ça implique des changements importants dans la santé publique. Vous l'avez entendu dans les conférences précédentes, il y a toute une organisation pour suivre de la manière la plus efficace et la plus efficiente les patients de façon à prévenir le cancer colorectal. Il y a peut-être une piste là derrière, mais cette piste va nécessiter un petit peu de temps pour être validée et encore plus de temps probablement pour être intégrée dans un programme cohérent. Si le microbiote joue un rôle, peut-être que le microbiote est un facteur qui cause le cancer. Là, vous avez bien compris que c'est une maladie qui se développe sur 10 ou 15 ans. La façon de le changer, c'est changer notre alimentation. On revient aux préceptes qu'on avait déjà évoqués avant. Mais peut-être que dans le traitement,
de patients qui ont un cancer colorectal, on peut imaginer faire des transplantations de microbiote. Alors, je suis désolé de faire ça à 18h avant que vous passiez à table. J'espère que vous allez imaginer ça de manière très abstraite. Changer de microbiote lorsqu'il y a un traitement, quel serait le bénéfice ? Eh bien, la littérature est intéressante. Elle sort 2 lignes de bénéfices potentiels. La première, c'est que les bactéries qui se trouvent dans votre tube digestif, si vous deviez recevoir une chimiothérapie, elles vont moduler l'efficacité de la chimiothérapie. En le connaissant de manière un petit peu plus précise, on peut adapter plus finement le dosage de la chimio, la diminuer si jamais on s'aperçoit qu'elle serait trop fortement dosée pour que vous soyez moins gêné par les effets secondaires, ou au contraire l'augmenter si on s'aperçoit que les bactéries qui sont présentes vont diminuer ces quantités. Ce qu'on sait également, c'est que le microbiote ou certains microbiotes vont parler à nos cellules inflammatoires qui se trouvent dans notre tube digestif. Et dans certains cas de cancer, on utilise des traitements qui vont moduler, qui vont adapter la réponse de nos globules blancs. Ce que certains auteurs ont démontré, c'est que le changement de microbiote permet d'améliorer l'efficacité de ces traitements immunomodulateurs. Alors vous allez vous dire, comment est-ce que en changeant des bactéries dans l'intestin, on arrive à changer l'efficacité d'une chimiothérapie contre des cellules humaines? La réponse, elle est relativement simple. C'est de s'imaginer que notre intestin est peuplé de bactéries. Ces bactéries sont contrôlées, c'est vraiment la règle de tous les jours. On fonctionne de manière extrêmement harmonieuse comme ça et éduque notre système immunitaire. Lorsqu'on a un déséquilibre qui mène à un cancer, les bactéries qui sont présentes peuvent jouer un rôle un petit peu passif ou bien au contraire favoriser ce développement-là si elles fragilisent les globules blancs. Donc ça, ce sont des approches qui sont pour l'instant purement théoriques, mais qui pourraient être intéressantes dans des cas bien particuliers, si tant est qu'on puisse les prouver. Vous l'avez compris avec l'exemple de Roger, c'est important de reproduire les expériences. Les messages à retenir. Le rôle du microbiote dans le cancer colorectal est très probable. Ces mécanismes ne sont pas encore compris, ça prendra encore pas mal de temps pour les décortiquer et probablement que ce sera une situation complexe. Il n'y a pas une seule explication qui amène à cette pathologie-là. Il y a un potentiel de complément diagnostique si on arrive à reproduire ce qui a été fait et si on arrive à l'intégrer dans des programmes de prévention de manière intelligente et efficiente. Et dans des cas bien spécifiques, il y aurait le potentiel de compléter certains traitements pour améliorer l'efficacité de la chimio ou diminuer ses effets secondaires, ou pour améliorer certains traitements qu'on appelle de l'immunothérapie. Ce qui est important, c'est de se rendre compte qu'on a besoin de connaître un petit peu plus, de faire ce travail d'observation dans différents endroits, dans différentes régions du monde, et que probablement, ce qui ressort de la littérature, c'est qu'il faudra envisager de systématiquement analyser le microbiote quand on fait des études sur le cancer colorectal pour capturer cette dimension et mieux la comprendre. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup Jacques pour cette très belle présentation et puis pour avoir souligné donc l'importance de ces petites bestioles qu'on héberge dans nos intestins. Et moi j'avais une question, le mot inflammation dominait un slide de cette étude publiée en 2019. On a entendu tout à l'heure par Caroline Vassid le rôle des anti-inflammatoires dans la prévention. Quel est le lien entre inflammation, développement du cancer, rôle des INS, s'il te plaît? Alors, le rôle des INS, ça a été expliqué tout à l'heure. On sait qu'on a des effets sur l'organisme, surtout si on traite à long terme. On ne sait pas exactement ce qui va se passer localement. L'inflammation dont on parle là, c'est l'inflammation qui se produit au niveau de l'intestin lorsqu'une bactérie est très proche d'une cellule du côlon. On n'est pas du tout sûr que l'aspirine ou les anti-inflammatoires agissent sur place. Donc c'est vraiment ce dialogue étroit entre le microbiote et puis les cellules du côlon qui sont importants. Et probablement qu'on ne les modulera pas avec des médicaments, mais on les module en changeant la composition du microbiote par l'alimentation ou peut-être avec des modifications de probiotiques, mais qui, je souligne ceci, doivent être analysées. Pour l'instant, il n'y a pas d'évidence qu'on a un bénéfice à le faire. Merci beaucoup, encore une fois. Merci Jacques.